Un convoi militaire s'immobilise en plein jour, les armes se retournent, et le silence devient une décision stratégique. En quelques heures, la réaction d'Ibrahim Traoré évite les frappes, refuse l'état de siège et mise sur le temps, la transparence et le cadre légal pour contenir une trahison soigneusement préparée au cœur de l'appareil militaire. Que signifie pour les citoyens et pour l'armée ce choix d'Ibrahim Traoré face à une menace armée interne? La réponse esquisse un modèle de pouvoir où la retenue, plus que la force immédiate, redéfinit l'autorité et la confiance collective. Ce récit promet plus qu'un fait divers militaire. Il expose ce qui est réellement en jeu lorsqu'un État fait face à une trahison interne sans céder à la violence immédiate. Pour le public, l'enjeu est clair. Comprendre comment une décision prise en quelques heures peut protéger des vies de civils, préserver l'intégrité institutionnelle et redéfinir la notion même d'autorité légitime. Dans ce contexte, l'affaire dépasse le sort d'un officier ou d'un convoi. Elle interroge la capacité d'un pouvoir politique à maintenir la cohésion alors que la peur, la rumeur et la pression internationale s'accumulent. Chaque choix ouvre un risque mesurable. Intervenir trop vite peut provoquer des victimes innocentes. Attendre trop longtemps peut fragiliser la crédibilité de l'État. C'est précisément dans cet équilibre instable que se joue la portée de la décision d'Ibrahim Traoré. La suite montrera comment cette approche transforme une crise aiguë en test grandeur nature de gouvernance, observée bien au-delà des frontières du Burkina Faso. La révélation clé survient tôt. L'interception du convoi n'est ni improvisée ni chaotique, et elle s'inscrit dans une opération minutieusement préparée, impliquant au moins une vingtaine d'hommes loyaux à un même commandant. Dès les premières heures, un fait mesurable s'impose. Le convoi, transportant des équipements essentiels vers le nord du pays, est immobilisé intact, sans destruction, sans échange de tirs, sans pertes humaines signalées. Le contexte éclaire cette retenue apparente. Ce mardi ordinaire à Ouagadougou, le convoi progresse sur l'axe N1 avec des véhicules blindés, des systèmes de communication et des fournitures médicales, éléments considérés comme routiniers dans une zone sous tension sécuritaire. À 7 heures du matin, l'ordre d'arrêt est donné par l'officier responsable de l'escorte, un cadre expérimenté dont la carrière semblait jusque-là sans tâche. La surprise est totale parmi les soldats, partagée entre l'hypothèse d'un exercice et la crainte d'une attaque extérieure, avant de comprendre qu'il s'agit d'une trahison interne. Très vite, un autre élément structure le récit. Les communications sont coupées, les soldats désarmés, mais le matériel reste préservé, comme placé en attente d'une décision ultérieure. Lorsque l'information parvient à l'état-major, 2 heures plus tard, la panique est réelle. Un convoi stratégique entier se trouve sous contrôle hostile, sans revendication claire ni violence visible. C'est dans ce climat d'incertitude que surgissent les premières spéculations. Des rumeurs évoquent donc des financements étrangers. D'autres, une tentative de déstabilisation politique ciblant directement Ibrahim Traoré. Aucune preuve n'est alors rendue publique, mais une certitude domine. Laisser la situation sans réponse n'est pas une option. Ce cadre initial pose la question centrale. Face à une trahison armée visible mais contenue, quelle réponse peut éviter l'escalade tout en réaffirmant l'autorité de l'État? La décision qui suit va transformer ce dilemme en démonstration stratégique. Pour comprendre les effets immédiats de la crise, il faut suivre les acteurs de terrain plutôt que les communiqués officiels. Du côté du convoi, des soldats racontent une confusion totale durant les premières minutes, puis une attente tendue, sans affrontement, sans ordre clair, seulement la certitude que la situation avait basculé. Le commandant dissident ne donne aucun signal public, mais son choix de conserver le matériel intact
oriente déjà les conséquences possibles. Dans les quartiers voisins, l'impact est plus diffus, mais tout aussi réel. Des habitants remarquent une présence militaire inhabituelle, des rumeurs circulent et l'inquiétude gagne les familles de soldats affectés dans le nord. L'absence de combat visible apaise partiellement les craintes, mais l'incertitude domine, nourrie par le silence des autorités pendant les premières heures. C'est à ce moment que la figure d'Ibrahim Traoré devient centrale, non par une apparition immédiate, mais par une absence calculée. Aucune démonstration de force, aucun déplacement spectaculaire, aucune annonce martiale ne vient occuper l'espace médiatique. Ce vide apparent agit comme un signal contradictoire. Pour certains, il évoque l'hésitation. Pour d'autres, il suggère une maîtrise volontaire du tempo. Les premiers impacts se mesurent alors dans les comportements. Des soldats impliqués commencent à douter, des soutiens supposés hésitent à s'exposer, et la population observe attentivement chaque indice, cherchant à comprendre si l'État garde le contrôle. Dans cette phase précoce, la crise n'est pas encore résolue, mais elle est contenue, sans effusion de sang ni rupture institutionnelle visible. Ce moment intermédiaire transforme la trahison en test collectif. Il ne s'agit plus seulement d'un convoi intercepté, mais d'une épreuve silencieuse sur la capacité d'un pouvoir à imposer l'autorité sans recourir immédiatement à la violence. L'activation de la crise commence par un geste simple mais lourd de sens. Plutôt que d'ordonner une intervention armée, Ibrahim Traoré choisit de s'adresser directement au public par une vidéo sobre, enregistrée sans mise en scène, sans coupe et sans déclaration martiale. Il confirme les faits essentiels, reconnaît la trahison et pose une question centrale. Pourquoi un officier formé, protégé et rémunéré par l'État accepterait-il de tout risquer? Cette entrée en matière transforme l'événement militaire en problème politique et moral partagé. La montée vers le point culminant s'opère dans les heures suivantes. Ibrahim Traoré annonce un délai précis, 48 heures, accordé au commandant dissident pour se rendre volontairement. Il n'y a ni ultimatum militaire, ni menace explicite, seulement une promesse de procédure judiciaire équitable. À l'extérieur, cette décision est interprétée comme une faiblesse. Des analystes étrangers évoquent une perte de contrôle, tandis que certains médias spéculent sur un effondrement imminent de l'autorité étatique. Sur le terrain, pourtant, la dynamique évolue autrement. Des vidéos amateurs commencent à circuler sur les réseaux sociaux, filmées par des soldats, des habitants, parfois même des enfants. Elles montrent que le convoi intercepté est stationné à proximité immédiate d'une école en activité. Ce détail change radicalement la lecture de la situation. Une intervention militaire aurait exposé des civils, notamment des élèves, à un risque direct. À ce stade, la stratégie prend un sens nouveau. Le délai accordé n'apparaît plus comme une concession, mais comme un calcul. En laissant le temps agir, Ibrahim Traoré déplace la pression du pouvoir central vers le commandant dissident lui-même. Les familles s'inquiètent, les organisations civiles demandent des garanties de sécurité et l'opinion publique se focalise sur la responsabilité individuelle de celui qui a pris le convoi en otage symbolique. Le point culminant survient lorsque les soutiens internes commencent à se fissurer. Des soldats initialement impliqués quittent discrètement le site, se rendent aux autorités et expliquent avoir été trompés sur la nature réelle de l'opération. Chaque défection affaiblit un peu plus la position du commandant, isolé à mesure que le temps s'écoule. La phase de résonance s'ouvre alors. À quelques heures de l'échéance, le commandant dissident tente de reprendre l'initiative par une déclaration à la presse affirmant disposer de soutiens internationaux et d'assurances financières. La réponse d'Ibrahim Traoré ne prend pas la forme d'un discours, mais d'un document officiel, un contrat détaillant des promesses financières et immobilières en échange d'actes de déstabilisation.
Cette publication referme la séquence. Le récit bascule définitivement du doute vers la preuve et la trahison cesse d'être abstraite pour devenir concrète, documentée et publiquement compréhensible. Le point de départ mesurable est simple. Face à une trahison armée, la réponse habituelle aurait été une neutralisation rapide, parfois en quelques dizaines de minutes, avec un risque élevé de dommages collatéraux. Le changement introduit ici est net. Un délai public de 48 heures, présenté comme une fenêtre procédurale et non comme un ultimatum militaire, modifie entièrement la dynamique de la crise en transférant la pression vers l'auteur de la trahison. Un deuxième repère chiffré structure la compréhension des faits. La prise de parole centrale se limite à 20 minutes d'une vidéo sans montage, sans décor et sans intermédiaire. Cette brièveté contrôlée réduit l'espace de spéculation, fixe un cadre narratif unique et empêche l'escalade verbale qui accompagne souvent les crises sécuritaires. En termes d'impact, le message n'accumule pas d'informations nouvelles, mais il stabilise la perception publique au moment critique. Le troisième élément quantifiable concerne la motivation révélée. Le document officiel publié ultérieurement mentionne une promesse financière de 3 millions de dollars associée à des avantages immobiliers et assurantiels en échange d'actions de déstabilisation. Cette somme donne une mesure concrète de l'enjeu individuel et permet de requalifier la trahison. Elle n'est plus idéologique ni circonstancielle, mais contractuelle et intéressée. Pris ensemble, ces trois chiffres forment une trajectoire lisible. Au départ, une crise potentiellement explosive, généralement traitée par la force et ralentie par une décision temporelle explicite. Puis une communication courte et maîtrisée remplace les démonstrations de puissance, réduisant l'incertitude informationnelle. Et pour finir, une preuve financière chiffrée reconfigure la lecture morale de l'événement en la rendant accessible et vérifiable. Le contraste avec la situation initiale est frappant. Sans délai, la confrontation armée aurait probablement dominé le récit, reléguant les motivations au second plan. Avec le délai, le centre de gravité se déplace. Les soutiens du commandant dissident deviennent visibles, puis se délitent, tandis que l'opinion publique acquiert progressivement des éléments pour juger sans violence immédiate. Sur le plan institutionnel, l'effet est également mesurable, même sans statistiques publiques détaillées. La récupération du matériel intact indique l'absence de pertes logistiques majeures. L'absence de victimes civiles confirme que la stratégie temporelle a rempli son objectif principal, contenir le risque tout en maintenant la capacité de sanction légale. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré n'augmente pas la quantité de force employée. Il modifie sa distribution dans le temps et dans l'espace public. Le passage d'une réponse potentiellement immédiate à une résolution différée, appuyée par des preuves documentées, transforme la crise en démonstration de contrôle plutôt qu'en épreuve de puissance. Ces éléments quantifiés ne racontent pas toute l'histoire, mais ils en fixent les bornes. Ils montrent comment une décision apparemment passive peut produire un effet cumulatif, mesurable et décisif sans recourir à l'escalade armée. Deux critiques principales émergent face à cette gestion de crise, et elles méritent d'être formulées dans leur version la plus solide. La première soutient que l'absence de réaction militaire immédiate affaiblit l'autorité de l'État. En laissant un commandant dissident contrôler un convoi stratégique pendant des heures, le pouvoir enverrait un signal de tolérance dangereuse, susceptible d'encourager d'autres actes similaires. Dans des contextes sécuritaires fragiles, la dissuasion reposerait précisément sur la rapidité et la fermeté visible. La seconde critique avance un risque opérationnel. Accorder du temps à un acteur armé pourrait lui permettre de consolider ses positions,
de négocier des soutiens extérieurs ou de détruire des preuves compromettantes. Selon cette lecture, le délai transformerait une crise contenue en menace élargie, augmentant les coûts futurs d'une intervention inévitable. Ces arguments sont cohérents et largement partagés dans les doctrines sécuritaires classiques. Pourtant, les faits observables apportent une réponse structurée. Pour commencer, l'autorité n'est pas suspendue, elle est déplacée. En rendant la situation publique et en fixant un cadre légal clair, Ibrahim Traoré retire au commandant dissident la possibilité de se présenter comme un acteur ambigu ou politique. La trahison devient immédiatement personnelle et justiciable. Puis le temps accordé n'est pas vide. Il agit comme un révélateur. Les défections progressives de soldats impliqués montrent que le délai fragilise l'adversaire plus qu'il ne le renforce. Chaque heure supplémentaire réduit son capital de crédibilité interne, sans exposer la population à une violence accrue. Et pour finir, la publication de preuves documentées neutralise l'argument du risque futur. Au lieu de détruire des indices, le commandant dissident se trouve lié à un contrat rendu public, ce qui ferme l'espace de négociation et isole toute tentative de justification ultérieure. Ainsi, la stratégie ne nie pas les risques soulevés, elle les intègre et les retourne. Ce qui aurait pu apparaître comme une faiblesse devient un mécanisme de tri, distinguant loyauté, hésitation et trahison ouverte, sans déclencher une spirale de violence. Ce basculement clarifie soudain la logique d'ensemble. Ce qui semblait être une attente risquée apparaît comme une manœuvre de déplacement du rapport de force, du terrain militaire vers l'espace public et juridique. À ce point médian, la crise n'oppose plus deux groupes armés, mais un individu isolé face à une nation attentive. Le changement décisif tient à la visibilité. En laissant circuler les informations, en tolérant l'observation citoyenne, Ibrahim Traoré transforme chaque heure écoulée en pression cumulative. Les réseaux sociaux ne servent plus à amplifier la peur, mais à documenter les faits, notamment la proximité du convoi avec une école encore en activité. Cette donnée reconfigure toute option militaire possible. À partir de là, le commandant dissident perd l'initiative. Toute action brutale l'exposerait comme responsable d'un danger civil immédiat. Toute négociation secrète devient inutile, car l'opinion publique dispose désormais d'éléments concrets pour juger. Le temps, au lieu de diluer l'autorité, la rend plus précise. Ce moment marque aussi un renversement symbolique. L'État n'apparaît plus comme un acteur réactif sous pression, mais comme un cadre stable qui attend que les contradictions internes se révèlent. Ibrahim Traoré n'ajoute aucune menace nouvelle, il laisse les conséquences émerger. À partir de ce point, l'issue ne dépend plus d'une démonstration de force, mais d'un effondrement progressif des soutiens autour du traître. La crise change de nature. Elle devient irréversible sans violence supplémentaire. Les effets de cette séquence se lisent différemment selon les groupes concernés, mais ils convergent vers un même résultat. La crise, initialement militaire, produit des conséquences politiques et sociales tangibles sans passage à la violence. Pour l'État et les institutions, la première conséquence est la récupération intacte du convoi stratégique. Le matériel n'est ni détruit ni dispersé, ce qui évite une perte logistique majeure et préserve la continuité opérationnelle dans le nord du pays. Plus important encore, la chaîne de commandement sort clarifiée. En exposant publiquement la trahison et ses motivations contractuelles, Ibrahim Traoré renforce le principe selon lequel l'autorité repose sur des règles visibles et applicables, non sur des démonstrations ponctuelles de force. Du côté des forces armées, l'impact est plus profond. Les désertions progressives des soldats impliqués montrent un mécanisme d'autocorrection interne. Les militaires qui se rendent expliquent avoir été induits en erreur, pensant participer à une opération légitime.
Cette distinction publique entre tromperie et trahison volontaire réduit le risque de sanctions collectives et restaure une forme de confiance verticale. À terme, le message est clair. La loyauté est protégée, la trahison documentée sera jugée. Pour la population civile, notamment les familles vivant à proximité du site, l'effet immédiat est l'évitement d'un danger direct. La révélation de la proximité du convoi avec une école transforme la perception de la décision initiale. L'attente n'est plus interprétée comme une faiblesse, mais comme une mesure de protection. Les manifestations qui suivent la publication des preuves se concentrent sur une demande de justice, sans appel à la vengeance ni à l'intervention armée. Cette réaction collective consolide un cadre de légitimité non violente. Les acteurs économiques et les observateurs extérieurs perçoivent également un signal distinct. Les craintes initiales d'instabilité généralisée, relayées par certains médias internationaux, perdent en crédibilité lorsque la crise se résout sans effusion de sang et avec des preuves vérifiables. À court terme, l'incertitude demeure, mais le mode de résolution introduit un précédent. La prévisibilité juridique devient un facteur de stabilité plus fort que la démonstration militaire. À l'échelle régionale, l'effet dépasse les frontières. Des pays voisins commencent à s'interroger sur l'existence de réseaux similaires au sein de leurs propres forces. La méthode employée au Burkina Faso, associant transparence, délai et preuves documentaires, devient un point de référence. Ibrahim Traoré n'est plus seulement associé à un épisode de crise, mais à une approche exportable de gestion des menaces internes. Et pour finir, pour l'opinion publique, la conséquence la plus durable est symbolique. La figure du traître isolé, entouré de promesses financières désormais exposées, contraste avec celle d'un État qui attend, observe et tranche selon des règles annoncées. Cette opposition simple mais lisible ancre l'événement dans une mémoire collective où la retenue stratégique apparaît comme une forme de force. Dans l'ensemble, les conséquences ne se mesurent pas uniquement en résultats immédiats, mais en reconfiguration des attentes. La question n'est plus de savoir si la force pouvait être utilisée, mais pourquoi elle ne l'a pas été, et ce que ce choix révèle d'une nouvelle norme de pouvoir incarnée par Ibrahim Traoré. À moyen terme, les effets de cette crise peuvent être envisagés selon trois trajectoires plausibles, chacune reposant sur des choix déjà observables plutôt que sur des hypothèses abstraites. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir, ils structurent la lecture des conséquences possibles. Dans une trajectoire probable, la résolution sans violence devient une référence interne durable. Les procédures d'eau judiciaire suivent leur cours, les responsabilités individuelles sont établies et l'armée intègre progressivement les enseignements de l'épisode. Dans ce cadre, la chaîne de commandement gagne en clarté et les tentatives de déstabilisation similaires deviennent plus coûteuses pour leurs auteurs potentiels. La communication publique, désormais associée à des preuves vérifiables, réduit l'espace des rumeurs. Pour l'État, ce scénario consolide une autorité fondée sur la prévisibilité des règles plutôt que sur l'exception sécuritaire. Dans une trajectoire plus favorable, l'épisode agit comme un catalyseur régional. D'autres pays, confrontés à des soupçons de réseaux de cooptation au sein de leurs forces armées, s'inspirent de la méthode employée. Les mécanismes de contrôle interne sont renforcés et la coopération judiciaire transfrontalière progresse. Dans ce contexte, le Burkina Faso gagne en crédibilité diplomatique, non par sa puissance militaire, mais par sa capacité à exposer et traiter publiquement des menaces internes complexes. La figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit alors dans un registre de leadership stratégique où la retenue devient un atout politique. Dans une trajectoire plus difficile, la stratégie de délai est mal interprétée ou mal reproduite dans une autre crise.
Des acteurs hostiles pourraient tester les limites de cette approche en cherchant à créer des situations où le temps joue contre l'État. Sans preuve rapidement mobilisable, l'attente risquerait alors de fragiliser la crédibilité institutionnelle. Ce scénario souligne une condition essentielle. La méthode observée ne fonctionne que si elle s'appuie sur des informations solides et une capacité réelle à documenter les faits. Ces trois trajectoires partagent un point commun. Elles montrent que la gestion du temps devient un outil stratégique à part entière, mais qu'elle exige une discipline élevée. Le choix initial ne garantit pas automatiquement le succès. Il crée un cadre dans lequel chaque action ultérieure compte davantage. La leçon transversale est donc prudente. Plutôt que d'imiter mécaniquement une décision, il s'agit d'en comprendre la logique, déplacer la confrontation vers un espace où la preuve, la loi et l'opinion publique limitent l'escalade. À ce titre, l'épisode ouvre moins une recette qu'un champ de réflexion sur la manière dont un pouvoir peut transformer une crise armée en épreuve de gouvernance maîtrisée. Au-delà des institutions et des analyses stratégiques, cette crise touche des publics concrets, avec des résonances différentes selon leur position sociale et professionnelle. Pour beaucoup, la compréhension de l'événement ne passe pas par les détails militaires, mais par ce qu'il change dans leur quotidien et dans leur perception de l'État. Pour les familles ou les familles de soldats, l'impact est immédiat et émotionnel. L'absence d'assaut armé signifie l'absence de pertes annoncées et donc un soulagement mesuré mêlé à l'attente. Le fait que certains soldats aient pu se rendre sans être assimilés à des traîtres offre un signal important. L'erreur n'est pas automatiquement criminalisée. La loyauté peut être reconnue publiquement. Cette distinction réduit la peur diffuse qui accompagne souvent les crises sécuritaires internes. Pour les citoyens ordinaires, notamment ceux vivant à proximité du site, la révélation du risque encouru par des civils, en particulier des enfants, redonne un sens concret à la décision d'attendre. Le choix de temporiser n'apparaît plus abstrait, il devient lisible comme un acte de protection. Cette lisibilité renforce l'adhésion à une réponse fondée sur la justice plutôt que sur la vengeance immédiate. Pour les jeunes et les observateurs attentifs des réseaux sociaux, l'épisode agit comme une leçon civique inattendue. Les images amateurs, les documents publiés et l'absence de discours excessif montrent comment l'information peut jouer un rôle stabilisateur lorsqu'elle est vérifiable. L'autorité ne se manifeste pas seulement par la force, mais par la capacité à rendre des comptes. Et pour finir, pour ceux qui doutent ou critiquent, la séquence ouvre un espace de débat. Elle invite chacun à s'interroger sur ce qu'il attend réellement d'un pouvoir en situation de crise. Une réaction spectaculaire ou une résolution qui limite les dégâts humains et institutionnels. Ce questionnement, en soi, constitue déjà un changement durable dans la relation entre l'État et la société. À partir de cette crise, une feuille de route opérationnelle se dessine, non comme une doctrine abstraite, mais comme une succession d'actions observables et coordonnées. Elle repose sur des rôles clairs, des temporalités définies et des critères d'évaluation explicites, afin d'éviter toute improvisation ultérieure. Pour commencer, clarifier le cadre. L'autorité politique fixe publiquement les règles du jeu dès le départ. Délai annoncé, droits garantis, conséquences juridiques connues. Cette mise en scène minimale réduit l'ambiguïté et empêche les acteurs impliqués de se réfugier dans des zones grises. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré agit comme point d'ancrage institutionnel en assumant la responsabilité du tempo et du cadre légal, puis documenté sans précipitation. Les informations ne sont pas diffusées en masse, mais vérifiées, consolidées, puis rendues publiques au moment opportun. Le document contractuel publié illustre cette logique. Il arrive tard dans la séquence lorsque son impact est maximal et non comme une réaction défensive immédiate.
La mesure du succès ici est simple, la capacité des preuves à se suffire à elles-mêmes, et ensuite laisser agir les effets internes. Plutôt que de forcer des aveux ou des ralliements, le dispositif permet aux contradictions de s'exprimer. Les défections progressives deviennent un indicateur de crédibilité, montrant que la pression sociale et morale fonctionne sans coercition directe. L'évaluation se fait en observant les comportements, non en multipliant les annonces. Après quoi, clore par la loi. L'arrestation discrète, suivie d'un processus judiciaire annoncé, marque la fin de la phase exceptionnelle. Aucun spectacle, aucun triomphalisme. La crise se termine là où elle devait finir, devant des institutions judiciaires compétentes, avec des procédures connues et pour finir, capitaliser l'expérience. Les enseignements sont intégrés dans les pratiques futures, notamment en matière de contrôle interne et de communication de crise. Cette dernière étape, souvent négligée, conditionne la durabilité du modèle. Ce parcours montre qu'une résolution maîtrisée n'est pas le fruit d'un seul geste, mais d'une chaîne de décisions cohérentes. Ibrahim Traoré n'invente pas une solution miracle. Il orchestre un processus où chaque étape prépare la suivante jusqu'à rendre la violence inutile. Le motif revient là où tout avait commencé, le silence. Au début, ce silence inquiétait, perçu comme une absence d'ordre ou un vide de pouvoir. À la fin, il prend un autre sens, celui d'une crise refermée sans fracas, sans image de violence, sans victoire mise en scène. Ce retournement symbolique donne à l'épisode sa charge émotionnelle durable. Le commandant dissident, autrefois entouré d'hommes et de promesses, apparaît finalement seul, réduit à un contrat rendu public et à une responsabilité personnelle impossible à partager. En miroir, l'État, incarné par Ibrahim Traoré, n'a pas eu besoin d'occuper l'espace par des démonstrations spectaculaires pour s'imposer. Il a laissé les faits parler, puis a tranché dans le cadre annoncé. Le rappel à la scène initiale, celle d'un convoi immobilisé près d'une école, ancre l'émotion dans une réalité simple. Des enfants ont pu rentrer chez eux. Des soldats ont pu déposer les armes sans mourir. Une nation a évité une cicatrice supplémentaire. Ces résultats ne sont pas abstraits, ils touchent des vies ordinaires. La phrase qui s'impose alors est brève, presque austère. La retenue peut être une forme de force. Dans cette histoire, Ibrahim Traoré ne marque pas seulement un point politique. Il laisse une trace narrative où le contrôle de soi devient un acte de commandement et où le pouvoir se mesure autant à ce qui est évité qu'à ce qui est accompli. Cette histoire ne se referme pas comme un dossier administratif, mais comme une invitation à réfléchir collectivement. Elle pose une question simple mais exigeante. Qu'attend-on réellement d'un pouvoir lorsqu'il est confronté à une menace armée interne? Une réponse immédiate et spectaculaire ou une décision plus lente qui protège des vies et des institutions? Pour certains, l'épisode restera un cas particulier lié à un contexte précis. Pour d'autres, il ouvre un espace de discussion plus large sur la manière dont les États peuvent gérer la loyauté, la trahison et la justice sans basculer automatiquement dans la violence. Cette divergence d'interprétation est légitime et elle mérite d'être débattue sans slogan ni réflexe partisan. À l'échelle citoyenne, le récit rappelle aussi le rôle de l'observation publique. Les images, les documents et les réactions collectives ont pesé sur l'issue autant que les décisions officielles. Cela suggère une responsabilité partagée, celle de ne pas réduire les crises complexes à des jugements instantanés. La question finale reste donc ouverte. Cette manière d'agir, incarnée par Ibrahim Traoré dans cet épisode précis, peut-elle devenir une référence durable? Ou n'est-elle qu'une exception rendue possible par des circonstances particulières? La réponse n'est pas imposée ici. Elle se construit dans l'échange, l'analyse et la mémoire collective de ce qui a été évité autant que de ce qui a été fait.